Ça m'a fait bizarre d'aller à Spa juste avant la pause estivale, mais en tout cas pour l'occasion, on avait droit à un week-end sprint, une première sur ce Grand Prix. Vous l'avez compris, on va parler du Grand Prix de Belgique 2023. C'est parti. Première réaction sur Ferrari et sur Charles Leclerc en particulier, qui ont enfin vécu un Grand Prix sans encombre. Bon alors ça c'est si vous comptez pas Carlos Sainz. Bon bah clairement après deux Grands Prix très difficiles à Silverstone et en Hongrie, ça allait beaucoup mieux pour Ferrari. Il y avait juste tout simplement plus de rythme, c'était clairement à la hauteur des Mercedes et des McLaren sur tout le week-end. Alors je sais pas s'il y avait des améliorations ce week-end chez Ferrari, je crois pas, mais vous me corrigerez peut-être dans les commentaires. Il y avait clairement du mieux sur un Grand Prix où en plus on ne les attendait pas, avec un circuit qui ne leur est pas très favorable et plus similaire à Silverstone, qui clairement n'a pas des caractéristiques qui conviennent parfaitement à la Ferrari, avec des virages plutôt moyennes et haute vitesse. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on l'attendait en Hongrie et ils étaient nulle part. On les attendait pas du tout ce week-end, on attendait plutôt les McLaren et même les Mercedes qui étaient plutôt rapides à Silverstone. Et bien en fait ça a été tout le contraire et c'est plutôt Ferrari qui est ressorti du lot et qui était vraiment l'adversaire numéro 1 de Red Bull, même s'il n'y a pas vraiment bataille encore entre Red Bull et le reste du monde, on va en reparler plus tard dans la vidéo. Mais franchement Ferrari c'est du mieux, les arrêts au stand ont été plutôt bons. Alors Leclerc s'est un petit peu fait piéger sur son arrêt pendant le sprint, mais c'était pas vraiment de la faute de Ferrari. On a juste attendu pour éviter l'unsafe release et donc du coup il a perdu pas mal de positions, je crois qu'il avait perdu 3 ou 4 places même à ce moment-là de la course. Donc c'est un petit peu dommage, mais c'est pas vraiment une faute de Ferrari ou de Leclerc, c'était juste pas de chance, il y avait juste beaucoup trop de monde dans la voie des stands à ce moment-là. Pendant assez longtemps, Leclerc a même réussi à tenir le rythme de Pérez devant, si en fin de course ça s'est un petit peu augmenté, je crois que Pérez finit à peu près 10 secondes devant Leclerc. Max Verstappen, on n'en parle même pas, voilà, il s'est juste envolé. Mais franchement, il y avait du mieux, ça a tenu, j'ai envie de dire, facilement à la régulière sans erreur, même si Leclerc disait qu'en fin de course c'était un petit peu chaud parce qu'il devait pas mal lâcher justement pour économiser de l'essence sur la voiture. Mine de rien, même dans ces conditions là, Hamilton il revenait pas vraiment et pour toute la course il a pas vraiment été une menace sur Charles Leclerc. Ça fait même la pole pour le dimanche, puisque vendredi après-midi pour les qualifications du Grand Prix justement, il faut suivre avec ce format sprint. Leclerc signe le deuxième temps, alors à 8 dixièmes et demi de Verstappen, la claque elle est monumentale. Le lendemain en qualif il y avait beaucoup moins d'écart quand même, et sur le vendredi Verstappen a fait une énorme différence. Mine de rien c'est un deuxième chrono, c'est devant tout le reste du plateau, donc c'est vraiment pas mal. Et puis surtout ça hérite de la pole avec la petite pénalité de 5 places sur la grille de départ pour changement de boîte de vitesse du côté de Verstappen. C'était franchement un beau résultat. C'est la troisième fois cette saison que Leclerc s'est lancé en pole sur une course après les 2 poles qu'il avait signées pendant le week-end en Azerbaïdjan. Donc franchement c'est plutôt une belle performance et même Carlos Sainz il était P4 mine de rien avec la pénalité, P5 à la régulière, c'est vraiment pas mal. Le lendemain c'est un petit peu dommage parce que Leclerc finit pas très loin de Verstappen en pole, mais il a fait une petite erreur, il part un peu large et perd pas mal de temps parce qu'il y avait qu'une trajectoire sèche, le reste c'était complètement humide et très glissant. Alors du côté de Fred Vasseur, on estimait la perte à peu près 4 dixièmes, ce qui l'aurait positionné clairement en pole position pour le samedi après-midi. En tout cas ça reste une belle performance, c'est un beau week-end de Ferrari, ça fait plaisir. Pour l'instant comme on le voit depuis le début de saison, ça fluctue pas mal, McLaren, Ferrari, Mercedes, Aston Martin. Mine de rien derrière la bataille elle est super serrée et c'est grave kiffant à voir. Bon alors là je vais parler d'une équipe pour laquelle ça s'est bien mieux passé ce week-end et ça fait franchement plaisir. Je vais parler bien entendu d'Alpine. Bon pendant qu'en coulisses c'est carrément le bordel, on a appris le départ de Otmar Szafnauer, j'ai envie de dire, enfin. Il était à la tête de l'équipe depuis seulement 18 mois et il est clairement remercié après un manque de performance et même une chute des performances sur cette saison. Il y a aussi Alan Perman et ça c'est la grosse surprise, ça faisait plus de 30 ans qu'il était à Enstone. Il avait bossé à l'époque de Benetton, puis Renault, puis Lotus, puis Renault, puis Alpine. Voilà, belle carrière. Bon bah clairement Alan Perman est désigné par beaucoup comme celui responsable du manque de communication entre Enstone, la partie châssis en Angleterre, et Viry-Châtillon, la partie moteur en France. Il n'y a pas vraiment de communication et ça c'est un gros problème parce qu'on le sait en Formule 1, le moteur et le châssis, ils ne doivent faire qu'un et d'autant plus pour un constructeur qui fabrique son châssis et son moteur, ça devrait parfaitement fonctionner ensemble et là c'est pas du tout le cas. Alan Perman a été désigné comme principal responsable de cette mauvaise cohésion, il est donc remercié. On a aussi appris le départ de Pat Fry qui était responsable de la technique et de la technologie au sein de l'équipe, donc ça fait un grand ménage chez Alpine. On rappelle qu'il y a une semaine c'était Laurent Rossi qui quittait son poste de CEO, donc ça fait beaucoup de mouvements, mais en tout cas en piste ça s'est bien mieux passé. On a apporté de nouveaux éléments sur la voiture ce week-end avec notamment un nouveau fond plat qui était censé apporter pas mal de performances, mais quand même il faut qu'on parle du samedi, la P3 en sprint. Pas mal non, c'est français. Bravo Gasly. Bon bah clairement il y avait deux stratégies pendant le sprint, soit on s'arrêtait dès la relance de safety car, c'est ce qu'ont fait 10 des pilotes sur la grille, soit on s'arrêtait le tour d'après, c'est ce qu'ont fait les 10 autres. Gasly a fait partie des premiers à s'arrêter et il est ressorti très haut, 3ème pendant toute la course. Il a d'abord défendu sur Pérez puis sur Hamilton. Alors entre deux, Pérez et Hamilton se sont un petit peu rentrés dedans, Hamilton derrière, il n'avait pas vraiment de dommages sur sa voiture et pourtant il n'arrivait pas à passer Gasly. Donc vraiment grosse perf de Gasly sur cette course là. Alors une course qui a duré que 11 tours puisqu'en plus d'avoir une course sprint donc qui est réduite à seulement 100 km. On avait en plus de ça la safety car sur les premiers tours pour être sûr que c'était praticable. Donc forcément pas beaucoup de tours. La qualif du vendredi pour le Grand Prix donc c'était un petit peu plus difficile. Ça s'est lancé de plus loin le dimanche donc.
Mais mine de rien, Ocon il remonte à la P8 après une super course, il a fait des dépassements incroyables. Par l'extérieur dans les combes, c'était magnifique. Gasly a fait un dépassement magnifique en fin de deuxième secteur avec Albon. Il n'arrivait pas à le passer dans la ligne droite parce qu'Alex Albon, c'est simple, il est indoublable dans la ligne droite. Même avec le DRS et l'aspiration, Albon s'échappait dans la ligne droite face à Gasly, c'était assez impressionnant. Et Gasly, il en a profité en toute fin de deuxième secteur, ils ont fait quasiment 3 virages côte-côte, c'était magnifique, il a fini par passer et après il a magnifiquement bien défendu dans la ligne droite retour. Donc c'est quand même une très belle perf de la part des deux pilotes alpines qui peuvent repartir sur une bonne note enfin, parce que là si ça repartait avec un double abandon, ça aurait été vraiment difficile pour motiver les troupes pendant l'été. Bon alors toutes les semaines j'ai l'impression d'enchaîner McLaren avec Alpine ou l'inverse, ça va pas louper. Cette fois-ci on va parler de McLaren justement, qui a vécu un week-end un petit peu en demi-teinte. On a encore vu un potentiel de performance très important, mais en même temps pour le coup on n'a pas maximisé la performance chez McLaren. Bon alors on a choisi dès le début du week-end un réglage très agressif avec des ailerons énormément braqués, le tout vraiment dirigé sur un réglage plutôt pluie pour la voiture, ce qui leur donnait beaucoup de performance le vendredi et le samedi, d'où la P2 d'ailleurs de Piastri, incroyable P2 en sprint. Donc ça fait plaisir de le voir et il a été extrêmement performant tout le week-end. Ça s'est un peu moins bien passé le dimanche. Bon alors le problème c'est que le dimanche c'était sec et Leclerc l'avait annoncé, il aurait été très surpris de voir les McLaren performer vu les réglages qu'elles avaient adoptés et Leclerc il s'est pas loupé dans son analyse. Dans la ligne droite, Norris se faisait déposer par absolument tout le monde. D'un autre côté, Piastri s'accroche avec Sainz au premier virage. Pour moi c'est incident de course parce qu'en plus on est au départ. Je pense pas que Sainz ait vraiment voulu bloquer Piastri à l'intérieur au point de corde. Je pense plutôt qu'il était en grosse perdition dû à son blocage de roue justement en arrivant au premier virage et qu'il voulait tout simplement éviter Hamilton en plongeant à l'intérieur parce que sinon il y aurait sûrement eu contact entre les deux. Malheureusement il y avait Oscar Piastri à l'intérieur, ça détruit complètement la course des deux pilotes. Piastri abandonne seulement quelques virages plus tard. C'est dommage parce que ça gâche la course des deux alors qu'il y avait vraiment de belles performances à faire pour les deux. Sainz il partait assez haut sur la grille, Piastri avait réalisé jusque-là un week-end parfait, il était perfo en qualif, il a été devant Norris tout le week-end. Donc là clairement Lando Norris il a de quoi s'inquiéter. Il était un petit peu en galère comme j'ai dit, il n'y avait pas assez de vitesse de pointe tout simplement dans cette McLaren, il se faisait déposer par absolument tout le monde. Ça finit P7 en emmenant des softs sur 27 tours, c'est le record. Gasly a tenu 24 tours je crois avec les softs. Ça montre aussi que la McLaren est une bonne voiture, elle n'accuse pas trop sa gomme, donc ça c'est un point positif. Mais clairement ce week-end ça pouvait pas marcher avec les réglages qu'ils ont adoptés. Bon comme chaque semaine, on va s'attaquer à la petite section de mi-vidéo où on va parler de Red Bull. Pas grand chose à dire, Verstappen a écrasé la concurrence, voilà. C'est la vie et c'est tout, c'est comme ça. Bon alors plus sérieusement, Verstappen a effectivement écrasé la concurrence, victoire en sprint, victoire aussi pendant le Grand Prix, plus de 22 secondes d'avance sur Pérez justement à la fin de la course, la victoire elle est écrasante, c'est clair, 125 points d'avance au championnat, c'est 5 victoires, énormissime, clairement là Verstappen il roule sur le championnat cette année, et sur cette course globalement, il est parti P6, tour 17, on a déjà repris la tête, c'était pas un problème les dépassements sur les uns et les autres, en particulier sur Pérez qui l'a complètement déposé, mais mine de rien Pérez je trouve pas qu'il ait fait un mauvais week-end, alors un petit peu piégé avec Hamilton forcément qui lui rentre dedans pendant le sprint, énorme trou dans le ponton, grosse perte aéro, il pouvait plus rouler, clairement ça se voyait, il était en glisse de partout, en plus dans des conditions qui étaient assez difficiles, on perd énormément de points d'aéro dans ces cas-là. Bon sur l'incident lui-même, pour moi c'est un incident de course, Hamilton prend 5 secondes, j'ai envie de dire ça dépend si on juge la conséquence ou l'action, si on juge l'action c'est incident de course, la conséquence effectivement, Hamilton continue avec presque aucun dommage alors que Pérez lui doit abandonner, donc c'est un petit peu difficile à juger, mais bon pour juger l'incident ça va vraiment dépendre si vous êtes plutôt Mercedes ou Red Bull. En tout cas le dimanche ça a plutôt bien fonctionné, il partait deuxième juste derrière Leclerc, clairement la meilleure position au départ. Pour Spa vous n'avez pas envie d'être en pole position puisque derrière vous faites aspirer pendant toute la pleine charge. Bon alors il sort de la source, il est déjà blotti dans les échappements de Leclerc, ça n'a pas pris longtemps, aspiration, même pas besoin de DRS, il l'a déposé et il l'a plus jamais vu du Grand Prix. Ensuite il mène tout le premier relais en soft, mais quand ça s'arrête pour mettre les médiums, Verstappen reprenait plus d'une seconde par tour, je crois qu'à un moment il lui prend une seconde sur le seul premier secteur, donc clairement il y avait une grosse différence de rythme entre les deux. Il laisse passer, il défend même pas Pérez sur Verstappen, il n'y avait pas de quoi. Franchement, c'est quand même un bon week-end pour Pérez, il termine deuxième, c'est tout ce qu'on lui demande en fait. On lui demande pas de se battre avec Verstappen, il y a un gap entre les deux. On lui demande juste de terminer deuxième et avec la voiture qu'ils ont, c'est le minimum. Il met Leclerc à une dizaine de secondes de lui, je crois, à l'arrivée, ce qui est pas trop mal, même si effectivement les plus de 22 secondes de retard sur Verstappen, elles font mal. En attendant, il a fait le job, 1 et 2 pour Red Bull, c'est tout ce qu'on attendait. Yuki Tsunoda qui termine à une magnifique P10. Il a été super discret, on n'en a pas entendu parler, on l'a pas vu de toute la course. Alors niveau stratégie, il n'y a rien qui sort du lot, médium, soft. Ça marchait plutôt bien, c'est ce qu'a fait Alonso ou encore Russell aussi pendant le Grand Prix. Mais en attendant, le rythme était plutôt bien, il a réussi à faire les bons dépassements au bon moment, mais surtout ne pas trop perdre de temps dans des batailles inutiles avec des voitures qui étaient plus rapides, comme Esteban Ocon par exemple. Donc il a vraiment géré sa course intelligemment pour rentrer dans les points, c'est vraiment une très belle performance. Globalement chez AlphaTauri ce week-end, le rythme était un peu mieux que d'habitude j'ai envie de dire, puisque Daniel Ricciardo en
qualif ça marchait super fort, vraiment dommage pour lui, il fait une track limite, se fait retirer son temps et il peut pas continuer la suite des qualifications. C'est vraiment dommage parce qu'il aurait pu partir de beaucoup plus haut sur la grille, là il partait du fond de grille, il a clairement galéré. Encore un week-end pas facile pour apprendre la voiture du côté de Ricciardo, juste après la Hongrie où c'était carrément le bordel. Là encore une fois, un week-end sprint où on a déjà très peu de roulage puisqu'on n'a qu'une séance d'essai libre. En plus de ça, vous y rajoutez la pluie, pas vraiment eu le temps de s'acclimater à cette voiture. On va sûrement s'entraîner un petit peu au simulateur et à la salle de sport pour revenir en parfaite forme et à 200% pour Daniel Ricciardo qui, je ne doute pas, pourra mettre du rythme parce que franchement sur ces 2 premiers week-ends déjà il a montré de belles choses même si ça n'a pas forcément toujours bien fonctionné. Franchement il a déjà montré pas mal de rythme. Tsunoda montre aussi que cette voiture elle est pas si mauvaise on va dire. C'est un petit peu comme pour Alpine, c'est-à-dire qu'on va essayer de maximiser avec ce qu'on a. La voiture elle est clairement pas incroyable mais ça peut jouer quand même de temps en temps un petit point. Petit bonus, avant de vous laisser, je voulais parler de Théo Pourchaire qui reprend les commandes du championnat à Frédéric Vesti. Double podium pour lui ce week-end sur la course sprint et la course longue. Ça finit même deuxième ce dimanche, assez proche d'ailleurs de la P1 de Jack Doohan qui était sur une stratégie décalée et qui est facilement passée avec des gommes tendres toutes neuves en fin de course sur Théo Pourchaire. En attendant, le français fait le plein de points pendant que Frédéric Vesti, son principal adversaire au championnat, s'est complètement raté en se sortant dans le tour de mise en grille. Il a même pas pu participer à la course. Donc la grosse erreur de Vesti alors qu'il était ultra régulier depuis le début du championnat. Justement, ce championnat, Théo Pourchaire en a repris les commandes ce week-end et on espère bien qu'il va les garder jusqu'à la fin de saison. Et voilà, c'est déjà la fin de cette première partie de saison 2023. On se retrouve à la rentrée fin août pour le Grand Prix de Zandvoort qui, je le suis sûr, nous apportera plein de surprises sur les terres de Max Verstappen. D'ici là, vous pouvez vous abonner et liker la vidéo si elle vous a plu, me suivre sur TikTok ou Instagram pour plus de contenu exclusif, mais surtout abonnez-vous et activez la cloche sur cette chaîne YouTube parce qu'il va y avoir des vidéos justement pendant cette pause. On va parler endurance notamment. En attendant, portez-vous bien et profitez de vos vacances. On se dit à la prochaine. Ciao ciao.